Patrick, bienvenue à ce Brigade Jenga. Donc c'est, je crois, le 4e du genre. Donc les règles sont assez simples, même si j'ai jamais joué. On tire une pièce, on essaie de pas écrouler la tour. Si on n'écroule pas la tour, on pose une des questions de la couleur de la pièce qu'on a tirée. Je crois qu'il y a une petite nouveauté aujourd'hui, c'est qu'on a des nouvelles questions, c'est WTF Ask, que tu traduis comme tu veux. Et donc ça, c'est moi j'ai préparé 3 questions pour toi, toi je pense que tu as préparé 3 questions pour moi. Voilà, donc il paraît que Brigade n'a jamais perdu. Bon, ceci dit, moi je suis pas très doué de mes 10 doigts, donc je sais pas trop ce que je vais réussir à faire, mais c'est pas grave, on va se lancer. Et donc avant de se lancer, présente-toi et puis après on démarre. Après tu pourras tirer la première pièce. Ok, arrête de jouer à ça avec toi. Et écoute, je suis Patrick Azdaghi, tu le sais. Moi je le sais. Ouais. Je suis le CEO et cofondateur de Carbon Maps, une entreprise que j'ai cofondée il y aura bientôt 3 ans, qui est backée depuis le début par Briga et par d'autres VC. Carbon Maps, c'est une plateforme, une suite logicielle de gestion de la performance environnementale des industriels de l'agroalimentaire. Et avant cela, je suis un serial entrepreneur. Avant ça, j'avais créé Food Cherry, qui était aussi backé par Briga. Et je crois qu'on était la première exit. Tout à fait. De Briga. Voilà. Et donc ça fait quand même, ça fait plus d'une dizaine d'années que je suis dans le monde, on va dire, de la food, de l'agroalimentaire. Alors, Food Cherry, c'était une entreprise, on va dire, consumer, avec beaucoup d'ops et de tech. Carbon Maps, c'est du software. Quand tu vas faire tomber la il risque de perdre dès le début. Voilà, en tout cas, très heureux de faire ce... moi aussi. Fais gaffe parce qu'il y en a déjà une qui est de travers. Là. Ils nous ont mis un piège. Remets-la parce que c'est un peu dégueulasse. Quand même. Voilà. Et à chaque fois qu'on prend une, il faut qu'on la remette au-dessus. Je vais démarrer. Alors celle-là, rouge. Ah ouais, tu démarres par le bord, toi. Ok. Oh, t'es joueur, toi. Mais je la remets dès le début. Hop. Ok. Voilà. Allez. XP. Je le fais en français. Le moment le plus stressant et le plus heureux. Peut-être. Ouais, peut-être. En plus, t'es pas d'un naturel très stressé à la base, donc. C'est une blague ou Non, c'est un compliment. Mais c'est peut-être le même en fait, parce que tu vois, on a eu l'idée de Briga en 2012 avec Ben et Max, et on s'était donné 1 an pour lever 10 millions. Ouais. Et donc on a commencé le 31 mars 2012, donc on avait des bulletins de souscription suspensifs au 31 mars 2013. Pourquoi 10 millions d'ailleurs ? Bon, au début c'était 7,5 millions, mais certains nous ont dit que c'était pas assez, ils avaient raison d'ailleurs. Et donc on s'était dit, si on trouve pas 10 millions en 1 an, autant faire autre chose de notre vie. Mais 10 millions c'est à 10 ans, je rappelle, pour ceux qui nous écoutent. Parce que c'est dingue, parce qu'aujourd'hui 10 millions, c'est rien du tout. C'est ridicule. C'est une levée, quoi. Voilà, mais il y a 10 ans c'était quand même un montant, quoi. Et donc le 31 mars 2023, soit au bout d'1 an, en fait on n'avait pas les 10 millions. Et donc, genre, dans la nuit, quasiment, enfin, j'exagère un peu, mais genre, la veille, j'ai appelé 2 LP qui avaient déjà mis un bulletin de souscription conditionnel aux 10 millions. Et je leur ai dit, bon, est-ce que vous pouvez pas remettre quelque chose, parce que sinon, on n'est pas aux 10 millions. Donc, c'était hyper stressant. Et à la fois, c'était aussi le plus heureux, parce que quand on a été aux 10 millions, ça y est, on existait, quoi, en fait. Donc, et t'as pas eu à un moment donné l'envie d'abandonner, justement? Non. Non, c'était jusqu'au 31 mars. Donc, on n'était pas non plus à 3 millions, quoi. Tu vois, on devait être à 9, et c'était bon, on va pas épiloguer là-dessus, mais c'est très très dur en 2012 de lever de l'argent en France, donc voilà, on devait être à 9, et grâce à 2 LP qui ont accepté d'augmenter un petit peu la taille de leur chèque, on est passé à 10. Donc c'était hyper stressant, et à la fois c'était hyper sympa de se dire, ça y est, on démarre, on lance Brigade. Super. Voilà. Super, 2012, donc ça fait ouais, c'est un 12 ans. Donc, attends, putain, j'ai l'impression que ça va déjà tomber, moi. Je vais taper en plein milieu, là, juste... Moi, je suis plutôt... Putain, c'est là que je réalise que j'ai des gros doigts, en fait. Hop. Bon, on fait comme ça, on empile comme ça, je sais pas. Attends, les questions, les accords, c'est pour... Ouais, moi je vais te poser une question, du coup, mais je la trouve travers cette tour, moi. Si je tiens la personne qui va monter comme ça, pardon. Non, mais je regarde le thème. Monnaie. Les investisseurs, c'est vraiment des grands méchants loups, point d'interrogation. Enfin, c'est une question, du coup, qui est hyper pertinente pour moi, parce que j'ai choisi... Finalement, j'ai eu la chance, c'est même un luxe, de pouvoir choisir mes investisseurs dès le début, et je suis reparti avec ceux avec qui j'avais une relation, donc Briga, Samaripata Ventures, qui est basé à Madrid, et puis Daphne s'est joint peu de temps après. Mais pour moi, c'était hyper important d'être avec des gens que je connaissais, en qui j'avais confiance,
avec qui j'avais pas besoin de posturer dès le début, enfin, d'être vraiment dans une transparence absolue. Donc du coup, moi, cette question, je l'ai vue, je sais pas, on verra pour les prochaines levées de fonds comment ça sera, mais aujourd'hui, je dirais aujourd'hui, c'est pas le cas, puisque j'ai eu cette chance-là, ce luxe. En revanche, il y a quand même quelque chose que je peux partager là, c'est que lorsque ma précédente entreprise, donc Food Cherry, lorsque l'exit a eu lieu et que la décision, à un moment donné, on devait prendre une décision, est-ce que on avait 2 offres sur la table, à l'époque c'était Carrefour et Sodexo, est-ce qu'on vend ou pas? On a eu ce débat avec le board. Non, c'était pas toi, mais c'était Ben. Mais donc les VC, à ce moment-là, j'ai ressenti que les intérêts des uns et des autres pouvaient être non alignés à ce moment-là. En fait, ce que j'ai réalisé, et je pense que c'est peut-être une leçon aussi pour moi en tant qu'entrepreneur, mais pour tous les entrepreneurs qui lèvent de l'argent, c'est que pendant longtemps, les intérêts sont alignés. Parce qu'on est tous actionnaires, on est tous dans le même bateau, jusqu'à un événement de liquidité. Alors ça peut être une exit, ça peut être autre chose. Et là, en fonction du contexte de chacun, pour l'un, ça peut être parce qu'ils viennent de lever un fonds, ils ont encore un peu de dry powder. Pour d'autres, parce qu'ils doivent clôturer un fonds, ils sont à la fin de vie de leur énième fonds. Enfin, les intérêts ne sont pas les mêmes. Et là, les discussions peuvent être tendues, peuvent être difficiles. Et il ne faut jamais oublier que pour un investisseur, quand même, et c'est ça qu'il faut, je pense que c'est ça que j'essaie de vivre différemment, et c'est pour ça qu'on travaille ensemble, c'est que dans plein d'entreprises, les investisseurs voient l'entrepreneur et la boîte en question comme... C'est une ligne parmi d'autres, c'est un actif parmi d'autres, parmi une centaine d'autres actifs. Pour beaucoup, en tout cas dans le private equity. J'ai pas l'habitude moi de ça, effectivement. Mais sans pouvoir parler, parce que je pense que c'est un thème important, alors que pour moi en tant qu'entrepreneur, la boîte, celle dont il est question lors d'une levée de fonds, d'une exit, c'est une année de ta vie, c'est ton seul actif, quoi. Enfin, et pour l'investisseur, c'est pas le cas. Et donc, c'est pas des questions faciles, je trouve. Voilà. Mais si tu te souviens, l'investisseur est-il un loup ou pas un loup? Je me rappelle très bien que quand tu as fait le tour Carbon Maps, à un moment, on a eu des discussions sur la valo, pré-monnaie. Et tu m'as dit, ouais, mais si je vais voir le marché, j'aurai une valo supérieure. Et je t'ai répondu, oui, tu auras une valo supérieure. Mais là, c'est Sama Epata et nous, et tu es plus en confiance avec nous. Tout à fait. Et finalement, on a réussi à trouver un accord. Tu sais qu'on est en train de la faire tomber en tapant sur la table. C'est terrible ce qu'on est en train de faire. Donc ça, ouais, je pense que c'est important d'avoir un investisseur en qui tu as confiance. Super important. Aussi, quoi. Ouais. Et toi, tu es vraiment à taper du côté, toi. Tu es vraiment... Waouh. On va jouer. Hein. Ouais. Du coup, je la remets t'es très rouge, là, pour équilibrer. Ah, t'as raison, hein, ça donne Quelle erreur commune vois-tu tout le temps chez l'autre fondateur et comment l'éviter? Ce que je vois communément, pour répondre autrement, c'est des problèmes de non-alignement entre les fondateurs. Ouais. C'est pas ce que j'appelle une erreur, tu vois, c'est la vie, quoi. C'est la vie. Ouais. Donc en fait, je vois plutôt des fondateurs, ça se voit souvent, des fondateurs qui, au bout de quelques mois, quelques années, sont plus alignés sur ce qu'ils veulent faire de la boîte ou ce qu'ils veulent faire eux-mêmes dans la boîte. En fait. Donc c'est pas une erreur, c'est juste la vie je vois très bien. Et donc, ça c'est un repeat pattern, on l'a vu N fois. Et là, tu as N cas de figure, ils s'entendent plus, il y en a un qui accepte de partir. Et là, après, en général, ça se passe relativement bien. C'est-à-dire sur les good liver, bad liver, cession des actions. Enfin, en général, ils arrivent, sauf s'ils sont vraiment en guerre entre eux, ça se passe pas trop mal. Après, il y en a aussi qui se retrouvent plus, qui commencent à s'emmerder. Qui disent, ouais, mais attends, moi, j'avais un profil hyper technique, et puis là, la boîte, maintenant, le produit est développé, en fait, on est dans le commercial, je me fais chier. Enfin, voilà. Moi, c'est plutôt ça que je vois, mais donc, en fait, c'est pas des erreurs, c'est juste que quand on investit dans une boîte, je pense qu'il faut pas qu'on parte du principe que les 3 fondateurs, si on en a 3, qui est à peu près la moyenne, dans la durée, vont bien s'entendre, avoir le même alignement, etc. C'est malheureusement un état de fait, quoi. Je trouve que, heureusement, je sais rien. Moi, je l'ai vécu, et je pense que la chose la plus difficile pour l'entrepreneur, c'est cette formation initiale, quoi. C'est super dur. Ouais, je suis d'accord. On pourrait faire un parallèle avec Ben, Max et moi, mais je vais peut-être pas en parler là. Mais... en tout cas, 12 ans après, on est toujours là. C'est une de mes questions. Merde. Bon, ok, on verra alors. Ok, d'ailleurs. Je n'apporte pas le sujet alors. Bon, écoute. À toi, je crois. Hein. Ah oui, merde. Alors attends. Moi, je suis plus du milieu. Toi, t'es plus du côté, en fait. Hein. Oh, attends. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il bouge lui? Il devrait pas bouger, lui. Attends, c'est mal, ça va pas, ça. Attends, je tiens, vas-y. Ah ouais, on a le droit de céder, en fait. Ça, c'est sympa. C'est tellement beau ce qu'on fait tous les deux. Alors, bise.
C'est tout simple. C'est tout simple. La question. Les clés d'un board efficace. Prenons l'exemple d'un des associés qui est le CEO. Il a plusieurs tâches. Il doit s'assurer qu'il y a toujours du cash dans la boîte, donc tout ce qui touche autour de la top line et du fundraising. Il doit faire les bons recrutements clés, notamment au C-level. Et il doit, je pense, avoir une clarté de vision sur la stratégie. Je ne sais pas à quel marché adresser, quel produit, est-ce qu'il y a des pivots à faire. Voilà. Je dirais en early stage, ces 3 questions me paraissent tellement essentielles parce que la survie dépend du cash qu'on a en banque, les recrutements, les premiers recrutements sont clés. En tout cas, on peut faire de grosses erreurs. Et à contrario, en fait, vraiment aider la boîte à avancer super bien si on fait les bons recrutements. Et les questions du début stratégiques, qui perdurent bien sûr, mais elles sont clés parce que si on prend les mauvaises décisions, beaucoup de ressources peuvent être cramées très vite en fait. Hein. Donc moi, ces 3 questions me paraissent clés et je pense qu'effectivement, le niveau d'apport des investisseurs financiers, en tout cas les VC, n'est pas de la même nature en fait, je pense. Alors rassure-moi, sur Foodcherry et Carbon Maps, sur le recrutement, on a été bon, parce que sinon, il y a des têtes qui vont tomber. Donc, bon, ça marche. Toi alors. Je sais pas comment on... moi je continue par le haut. Pas les 3 premiers toujours. Oui, est-ce que celui-là c'est le premier maintenant? Oui. Donc tu aurais le droit techniquement de prendre le vert là, je pense. On va dire que oui. On va dire que oui. On va dire que oui. Non mais tu t'en fous de la théorie. Hop. Moi j'ai jamais respecté la théorie de toute façon. Alors, money. Bon voilà, je m'adresse à un VC, donc forcément... Money. Ouais. Si je faisais pas ça pour l'instant. Ah tiens, si tu avais des ressources illimitées... c'est quoi l'idée la plus folle et ambitieuse que tu tenterais pour ta boîte? Pour ma boîte? Mais pour Brigard? Ouais. Waouh. En ce moment, parce que ça change, il y a des cycles, mais peut-être j'essaierai à la fois d'investir en Europe, en Chine et aux US, parce que tu as des dynamiques très différentes. Ouais. Les US, je ne veux pas parler des 2 ans qui viennent de se passer avec Trump, mais en dehors de ça, l'idée de se dire, je peux à la fois être présent sur... donc il faut vraiment des moyens limités, je pense, sur le marché US et voir l'innovation qui se crée là-bas, notamment dans la Silicon Valley, mais qui est quand même un peu the mother of all innovation. Mais pour autant, être en Chine, où en fait les Chinois ils sont quand même en train de nous bouffer quand même malgré tout sur plein de techno et nous on le voit pas vraiment parce que nous en tout cas chez Brigard on n'est pas présent du tout en Chine et donc de temps en temps tu vois des vidéos, tu dis tiens ils font des robots, mais en fait ils font des trucs, ils sont très 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 avancés dans l'IA, dans la robotique, dans pas mal de trucs, et puis il y a l'Europe et donc si on pouvait investir sur les 3 continents sans se dire comme certaines startups, tu vois. Donc, ça veut dire de l'expansion, des bureaux et des équipes. Mais vraiment sur ces zones-là. Parce qu'en fait, tu vois, tu as certaines... Il faut vraiment des moyens limités, parce que tu as pas mal de startups, comme tu sais, qui malheureusement se crament les ailes aux US et finissent par en mourir, en fait. Parce qu'ils ont fait une belle série base, et c'est super, je peux aux US. Et en Chine, c'est la barrière culturelle. Ils en crèvent. En Chine, je pense que c'est la barrière culturelle. Il faut quand même... c'est if you can't join them, if you can't beat them, join them. C'est-à-dire, je pense qu'on a tendance à ne pas se préoccuper de la Chine. C'est peut-être une erreur, et à la fois, il ne faut pas être naïf. Donc, il y a cette complexité. Donc, si tu as de l'argent infini, tu peux peut-être jouer. Ce qu'on fera on ne peut pas la jouer avec l'argent qu'on a. Mais tu te verrais, par exemple, aller, toi, déménager... En Chine? Ouais, en Chine ou... Non. Non, je n'aurais pas déménagé en Chine. Mais moi, je suis pour le bien de Brigard, pas le bien de France. Donc, voilà, je pense que ce serait bien de pouvoir faire ça. Ce serait excitant. Ce serait excitant, Ok. Bon alors, donc à moi, si je joue avec une main, autant taper dedans tout de suite, hein, moi je dis. C'est presque aussi bien de la remettre sans faire tomber. Alors, pips comme people. Tiens, on est sur le... On a encore oui, c'est logique, c'est pips. Hein. Ton licenciement le plus difficile? Alors, de manière générale, le licenciement le plus difficile pour moi, c'est celui qui est le plus long. Je pense que... Moi, j'ai beaucoup mûri là-dessus. Dans le sens où tu mets longtemps à prendre ta décision, dans ce sens-là. Je pense que, tu sais, tu as souvent cette intuition que ça ne va pas le faire. Pas souvent. Quand tu as l'intuition qu'avec telle personne, ça ne va pas marcher, quelle que soit la raison, je pense qu'il faut agir assez vite sur cette intuition-là, quitte à faire une erreur. D'accord. Je pense que c'est mieux pour la personne, c'est mieux pour ceux qui prennent la décision, c'est mieux aussi pour l'entreprise. Et je pense qu'avec le temps... je me suis rendu compte que j'arrive à prendre... cette intuition, elle est plus rapide maintenant, elle se forme plus rapidement dans ma tête.
et j'agis plus rapidement. Et j'ai le souvenir que lorsque je mettais du temps et essayais de trouver des excuses pour ne pas prendre la décision, alors que cette voix intérieure me disait non, ça va pas marcher, c'était souvent là que C'était difficile. C'était difficile. Je comprends. Ouais. Et à chaque fois, je vois très bien, à chaque fois, tu te dis non, mais si je fais ça, alors il va y avoir tel ou tel effet, tel et tel impact. Et puis je peux pas faire ça maintenant parce que si. Et en fait, tout ça, ce sont des excuses. Je pense qu'il faut agir assez vite. D'accord. Et honnêtement, c'est mieux aussi. Alors, c'est mieux pour la boîte, mais c'est aussi mieux pour la personne concernée parce qu'elle peut rebondir plus rapidement, c'est moins un trauma. Et voilà. Donc, je dirais ça. Je trouve le facteur temporel, ce serait ça ma réponse. Je suis d'accord avec toi, effectivement. Même si on ne m'a pas posé la question. Toi, me poser une question. Non, mais expérience, on l'a déjà fait encore. Peut-être faire autre chose. Bise. Allez. Attends, tu choisis tes couleurs, toi. Bah, c'est plus sympa. On va dire, allez. Là, ça. Sur le côté, c'est pas top. Oh putain. Non, prends celle du milieu, là. Regarde. T'as un orange au milieu, là. Ça celui-là, là. Si tu fais ça, à mon avis, c'est... Ah oui, je le voyais pas. Je pense que ça, c'est pas mal. Faut pas avoir des gros doigts. Voilà. Bon, c'est pas évident, ça. 3 chiffres et 3 mots pour décrire ton premier roadshow avec des investisseurs. Ah bah si t'en as partagé un tel. 3 mots. Bah ouais, premier roadshow. Bah 1 comme 1 an, 10 comme 10 millions. Et à la limite 7,5 parce qu'au début on voulait lever 7,5 millions. Donc 1, 7,5 et 10. Et 3 mots, dur. Putain de dur, si tu veux. Mais c'est toujours dur, j'imagine, non? C'est toujours dur, ouais. C'est toujours dur. C'est toujours super dur. Enfin, les chiffres ont changé, mais la difficulté est la même. C'est toujours super dur. Et c'est plus dur maintenant qu'avant ou C'est conjoncturel. Là, disons que... En ce moment, c'est vraiment pas facile. On se prend et la crise de 2022, un peu du VC bashing au niveau mondial. Et là, nous, maintenant, en France, on se prend la crise qu'on s'est auto-infligée comme des grands et qui fait que personne n'est serein, quoi. Donc, du contexte politique et budgétaire. Politique, ouais. Donc, tu vas avoir un investisseur, comme tu sais, nous on lève beaucoup auprès d'investisseurs privés. Tu vas avoir un investisseur privé aujourd'hui en France. Il te dit, t'es gentil, mais on va attendre de voir la fiscalité qui va nous tomber sur le coin de la tête, et puis après on pourra discuter. Alors, j'aurais imaginé que c'est vrai pour des étrangers, enfin des anglo-saxons qui veulent investir ou des institutionnels. Non, c'est plus vrai pour des Français. Parce qu'en général, ils investissent avec leur holding, et Dieu sait si les holdings ont été critiqués, mais le holding, c'est fait, enfin, à part les gens qui grusent, qui est un autre sujet, le holding, c'est fait pour investir dans des boîtes. Et donc, les mecs qui ont des holdings et qui veulent investir dans des fonds, ils disent j'attends de voir si on va me découper en morceaux, si on va me fiscaliser comme ci, comme ça. Donc, mais tu dirais que c'est plus dur maintenant, du coup ou... Ben ouais. Ouais, c'est plus dur parce que ça ne dépend pas vraiment de toi, finalement. Ben ouais, parce qu'en plus, on a eu une stabilité fiscale pendant, ça fait quoi, 7-8 ans de stabilité fiscale, où enfin, on pouvait dire en France, on est stable fiscalement, et puis on ne l'est plus à nouveau. Et donc, on est à nouveau dans l'incertitude, et donc à nouveau, les investisseurs se posent des questions. Oui, alors que la première fois, ça dépendait vraiment de toi ou de tes... Ça dépendait vraiment de vous et pas du marché. Donc là, voilà, c'est très compliqué, mais on va y arriver, enfin, on y arrive toujours, mais c'est pas grave. Ok. Voilà. Le jaune a rien dit peinard. Lui, il touche à rien. Putain, on se pose aucune question vert foncé, mais c'est la vie. Ça a été mal positionné. Alors, Pips à nouveau, désolé. C'est surtout de ne pas écrouler la tour. Comment tu gères les conflits ou désaccords avec tes cofondateurs? En plus, on en parlait tout à l'heure. Je pense que j'ai eu recours à plein de leviers. Faire une retraite d'une journée ou 2 jours ensemble. Ah, t'as fait ça? Ouais, faire appel à un coach externe pour aider à dépassionner les choses et être capable d'avoir quelqu'un qui aide les personnes à mettre leurs idées sur la table sans qu'il y ait de jugement. Voilà. Mais je pense que ce qui est important, c'est de le faire de la manière la plus directe, transparente et bienveillante possible. À la fin, être cofondateur, ça ne devrait pas être un statut pour la vie, quoi. Pour la vie, ouais. Voilà. C'est quelque chose qui te permet d'avoir une énergie fondamentale pour lancer quelque chose, une énergie très, très forte. Mais à un moment donné, c'est important de voir que il faut intégrer d'autres personnes, d'autres talents qui vont aider la boîte à grandir, à voir différemment, et les intégrer de manière la plus fluide possible et qui ne se sentent pas en décalage parce qu'il y a des cofondateurs autour de la table. Voilà. Et donc, je pense que lorsque tu fais venir d'autres voix comme ça aide, en fait,
à avoir des discussions plus apaisées, avoir une meilleure énergie. Je pense Mais aussi... ça passe par quoi? Ça passe par... pour ces gens-là, notamment, parce que si tu leur dis, ouais, on t'intègre, c'est super, mais t'as pas de stock option, pour qu'ils se sentent lui un peu plus intégré, c'est des incitatifs financiers? Non, il y a le levier financier, mais je pense que le plus important, et il s'en est un, le levier financier bien sûr, mais c'est par exemple d'avoir des instances de décision, ils sont complètement intégrés, et leur voix est similaire à celle des cofondateurs. C'est de les faire intervenir aussi à des boards, où ils peuvent présenter leurs travaux. Ouais. Et voilà, et donc de petit à petit leur donner une visibilité qui est quasiment égale à celle des cofondateurs. D'accord. Ah, c'est le vert foncé, c'est le vert perso, ça. Oh putain, on va rentrer dans les questions perso, là. Alors, donc là, c'est... Normalement, c'est celle que... C'est pas what the fuck, hein, c'est... Celle que... C'est what the founder ask. Ok. Ah, il faut le remettre maintenant, attends. Okay. C'est chaud. Ok. Vas-y, alors. C'est bien tes questions? Ouais, c'est bien mes questions. Bah justement, on parle sur les cofondateurs, mais là, dans ton contexte à toi. Alors oui, moi, ce que je voulais dire, c'est que ça fait longtemps que tu as 2 cofondateurs. Ça fait quoi, 12 ans, 13 ans maintenant? Ouais, 13 ans. 13 ans. C'est long, 13 ans. Max et Ben. Et donc, je me demandais comment... Tu vois, j'ai toujours été impressionné. Ouais. Enfin, moi, je sais, j'ai vécu, c'est ma 2e boîte, je sais que c'est pas simple. Il y a des hauts et des bas. J'ai pas toujours été... voilà, j'ai aussi de mon côté déconvenu là-dessus. Mais comment toi tu fais, ou comment vous faites tous les trois pour garder cette stabilité et si tu as des conseils, enfin des learnings que, tu vois, au bout de 12 ans que tu aimerais partager avec moi ou avec d'autres? Ouais, bah écoute, peut-être qu'on a eu du bol, parce qu'en vrai, on a monté ça... on avait fait quelques missions de conseil ensemble. Ouais. Donc on se connaissait, mais pas non plus... Enfin, tu vois, on avait fait quelques missions de conseil ensemble et on avait investi ensemble dans une boîte. Donc vous avez déjà bossé ensemble. Voilà. Donc on se connaissait quand même, on a quand même cette habitude-là, mais c'est pas comme si on était dans le même bureau, en tout cas pas moi avec Ben et Max. Ouais. On s'est lancé donc un peu sur ce projet fou, voilà, comme j'ai dit, en disant on va essayer de trouver 10 millions en un an. Ouais. Et là, on a bossé tous les 3 pendant un an, forcément sans être payé. Enfin, donc là, c'était un peu dans l'aventure, t'es dans le truc hyper excitant, entre guillemets. Dès le début, moi, je leur ai dit, parce que c'est eux qui ont eu l'idée, comme je l'ai raconté sur LinkedIn, en fait, il y a quelques mois. Donc dès le début, je leur ai dit, comme ils avaient 14 ans de moins que moi, c'est toujours le cas d'ailleurs, je leur ai dit, bon, ok, moi, je vais faire plutôt la levée de fonds. Ouais. Parce que moi à l'époque j'avais 47 ans, ils en avaient 33, donc sauf si tu as du bol dans la vie, à 33 ans tu connais peu de gens qui ont investi dans les fonds. Ils ont dit moi je fais la levée de fonds, mais je suis pas le boss. C'est parce que j'ai 14 ans de plus, moi je veux pas être le boss, d'abord c'est votre idée, donc on est tous les 3 à part égale, tout pareil, et c'est notre truc à nous 3. Donc dès le début on est partis au même moment, sur la même ligne de départ, même si je suis plus âgé, je suis pas le boss, et après on n'avait pas de rôle défini, maintenant on a des rôles très définis parce que maintenant on est 40 personnes, mais au début on était tous les 3, on faisait tout, et puis... je pense que, tu vois, quand tu bosses un an à 3 en te payant 0, parce que nous, on n'avait pas de fonds qui nous finançaient, peut-être ça crée des liens. Donc, tu pars en week-end ensemble, je ne vais pas dire que tu passes jour et nuit ensemble, mais donc je pense que ça a créé vachement vraiment des liens très forts. Et du coup, finalement, la bonne nouvelle, c'est qu'on a des personnalités assez différentes, qu'on s'engueule assez souvent, mais qu'on peut tous dire. Mais quand vous engueulez, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à on s'engueule. Enfin, ça ressemble, je sais pas comment te dire ça. Par exemple, il y en a un qui veut pousser une décision assez fort, les 2 autres sont pas d'accord. Enfin, comme c'est 3, t'en as toujours. Heureusement, c'est pas toujours le même. Genre le ton peut monter ou pas forcément? Ou ça reste. Ouais, le ton peut monter. Plutôt, le ton peut monter. Ouais, le ton peut monter. Ou tu peux, enfin, chacun l'exprime différemment. Il y en a qui le ton peut monter, ou tu peux faire la gueule. Enfin, tu vois, on n'est pas, c'est pas le couple parfait. C'est pas le trouble parfait où il n'y a jamais un mot plus haut que l'autre. Mais c'est entre nous. Et alors, je diverge un peu, mais maintenant on a un comité exécutif où on est 6. Ouais. Donc, en fait, ça revient à mon point de tout à l'heure. Voilà. Donc en fait, nous maintenant, on a intégré 3 autres personnes. Et ça aide. Et je pense que ça aide. Enfin, c'est pas je pense, ça aide beaucoup. Parce qu'en fait, avant, c'était que nous 3, et on pouvait s'engueuler fort. Et après, quand tu as 2 contre 1, tu sais plus en fait. Enfin, tu te dis. Puis si ça tombe un peu trop souvent, les 2 mêmes contre le 3e, tu te dis ouais, mais en fait ils lui en veulent. Enfin, tu vois. Et donc après, tu peux te poser des questions. Là, on est 6 au comité exécutif. Ils sont aussi entre capital et société de gestion. Et là, quand maintenant on fait des ex-com ou même des séminaires où on passe 2 jours ensemble, c'est vachement mieux d'être 6.
parce que du coup, aussi, tu as l'opinion des 3 autres, qui eux n'étaient pas au début avec nous. Non, mais c'est exactement le point que... Ouais, et qui ont une vision différente. Et donc, enfin, je m'éloigne du sujet, mais donc, nous, on s'entend toujours super bien. Pour autant, on s'engueule souvent. Mais vous arrivez à réduire le gap qui existe entre des cofondateurs quoi, et des... Enfin, ils se sentent comment, ces 3 autres? Faut leur demander. Faut leur demander. Moi, je pense qu'ils se sentent bien, mais en tout cas, à chaque fois qu'on fait un séminaire tous les 6 et qu'on revient, on est. Mais ils se sentent. Enfin, on était 5 récemment, il y en a un 6e. Enfin, on était 5, maintenant on a un 6e. Mais autour de la table, leur voix est. Complètement. Mais c'est même une de nos demandes. Parce que justement, comme nous 3. Je ne vais pas dire qu'on tourne en rond depuis 12 ans tous les 3, mais tu vois, nous 3, on se connaît quand même par cœur. Moi, je peux te dire à l'avance ce qui va se passer. Si je dis un truc, je peux te dire à l'avance si Max va t'énerver, si Ben va t'énerver, je le sais en fait. Et s'ils vont être d'accord, pas d'accord, et après, tu fais presque des jeux d'alliance. Et donc, le fait d'être 6, c'est vachement mieux parce que les autres, ils sont nouveaux sur le truc. D'accord. Non, mais ils sont très écoutés pour ça. Parce que Ben, Max et moi, on est dans cette relation depuis 12 ans où on se connaît trop par cœur peut-être. Donc, non, mais je vois tout à fait. Je pense que c'est quelque chose que la question est pertinente pour tout le monde. En fait. Donc après, je pense qu'on a eu du bol de. Enfin, tu vois, moi je me rappelle des débuts de Brigade, on faisait des séminaires tous les 3. On n'avait rien à séminérer parce qu'on n'avait pas d'argent, pas de fonds, on n'avait rien. Mais on faisait des barbecues, on buvait des bières et ça a vraiment créé des liens. Toi, tu pourrais pas, tu bois pas de bière, tu vois, par exemple. C'est la merde. Du kombucha. Donc voilà. Et là, c'est à moi, c'est ça? C'est à toi. Alors, bon courage. Attends, on a reconstitué un étage, là, donc le petit verre, là, peut-être. On va voir. À un moment, il faut que ça s'arrête, ce jeu. Je fais comme toi, je triche. Oh, putain. Ah, merde. On n'arrête pas de tricher, je crois que c'est pas du tout les règles. Mais bon, on ne les a pas bien expliquées non plus. Monnaie. Combien de temps avant de te verser un salaire? C'était How long did it take you to start paying yourself? Donc ça dépend peut-être de ton expérience. Ouais. Ma première boîte, ça a pris, je sais pas, j'imagine, pas 1 an, moins que ça. Peut-être plusieurs mois, le temps qu'on lève. Foodcherry, là. Ouais, Foodcherry. D'accord. Tour de Seed. Et Carbon Maps, dès le début, puisqu'on a levé de l'argent dès le début. Et aujourd'hui, en fait, je pense que quand j'ai créé Foodcherry, c'était moins évident de se payer un salaire dès le début. Enfin, c'était quelque chose qui était... Enfin, c'est une discussion. Je suis d'accord. Je pense que... je me souviens, à l'époque, les cofondateurs ne se payaient pas, quoi. Même des fois pendant 1 an ou 2 ans. Là, je pense que c'est plus sain et ça se fait beaucoup plus facilement. Il ne s'agit pas de se payer des gros salaires, mais dès le début d'avoir quelque chose. Et je pense que c'est plus sain. Et je pense que c'est même plus responsable pour la société plutôt que d'abuser du système, du chômage, tout ça. Enfin, moi, je trouve que c'est bien. Enfin, l'argent, le capital est là pour ça. Je veux dire, dans les études du Galion, on voit bien que le niveau de salaire moyen monte quand même. Là, il est un peu en stand-by cette année, mais ça monte pour les... T'as raison, je pense qu'il y a 10 ans, les niveaux de salaire, même quand on sidait une boîte, après, c'était pas les mêmes montants, quand on sidait une boîte, on attendait à ce que les fondateurs se payent pas très cher, en fait. Et maintenant, ça faisait des discussions sans fin, d'ailleurs. Je ne vais pas citer de salaire ici, mais quand on avait des niveaux de salaire qu'on commençait à trouver un peu élevés, ça faisait des discussions sans fin. Pas que chez Brigade, mais de façon générale. Dans l'émission, on disait, mais quand même, et tout. Et maintenant, je pense que c'est complètement... Je pense que j'ai vu la différence. Il y a une grosse différence maintenant. C'est plus des sujets, en fait. Avant, dans les term sheets, c'était des sujets. Alors, sauf le fondateur qui dit, je monte ma badge, je me paye 300 000 € avec ton argent. T'es gentil, mais tu vas aller faire ça avec l'argent de quelqu'un d'autre. Mais sinon, c'est plus des sujets. Enfin, ça ne sont plus des sujets. Et je trouve ça plutôt positif, en fait. Bon, j'ai la pression. Bon, je vais tenter un truc, mais de toute façon, je vais tenter celui-là. C'est casse-gueule, ça va tenir sur on est au bout du bout, là, quasiment. L'étage le plus fragile du monde, mais ça peut passer. Il l'a fait. Putain, mais j'y crois pas. J'y crois pas. Pouf. Attends, c'est pas fait encore, parce que là, je vais mettre au milieu, comme ça, je prends moins de risques. Est-ce que tu as peur de ne plus être la bonne personne pour diriger un jour ta boîte? Alors, pas du tout. Je m'attendais à sa réponse. Alors, pas du tout, parce que moi, je te dis, be my guest, dis-moi quand je dois m'en aller, et je m'en vais, quoi. Donc, tu vois, d'abord, je la dirige pas. Enfin, tu vois, nous, c'est un peu différent. Oui, c'est vrai. On était 3, maintenant, on est 6. Donc, je pourrais dire que j'ai peur de faire la net trop, mais même pas. Tu vois, c'est pas comme un tennisman ou un footballeur. C'est plus que, en fait, j'aimerais bien profiter un peu de la vie. Non pas que j'ai une vie désagréable, mais parfois je me dis, mais en fait,
pourquoi tu te fais chier à bosser le week-end? Enfin, tu vois, Ouais. je bosse aussi le week-end parce que Ouais. j'aime pas être en retard le lundi matin, Ouais, donc je fais des ouais, trucs. ouais. Et parfois, mes associés, ils me disent, mais t'es taré, en fait, arrête, enfin, déconnecte au moins un jour sur deux. Et en fait, Ouais. j'ai vraiment du mal à faire ça. Donc, Ouais. moi, c'est pas l'année de trop, c'est un moment, faut peut-être que je bosse moins, Ouais. je dis même pas que je délègue plus, il n'y a même pas de question de délégation, c'est qu'en fait, ce que je fais me passionne et du coup, Ouais. bah, je peux pas m'empêcher de. Tu vois, D'accord. tu m'envoies une presse de 30 pages d'un truc qui va m'intéresser, je sais que j'aurai pas le temps la semaine et le week-end, je vais la lire parce que j'ai envie de la lire. Bien en sûr, fait. bien sûr, ouais. Donc, Donc c'est pas tellement le fait de diriger, mais d'être actif. tout le temps, Ouais. Donc non, j'ai pas peur de faire Ouais. une année de trop. Et encore une fois, celui qui considère que je l'ai fait, il vient me voir, il m'achète mes actions. Bien sûr, quand il m'achète mes actions, je m'en vais. Hein. Merde, c'est à moi là maintenant. Bon, et ben je vais retenter le nouveau 3e étage qui s'est créé là. Mais là, sauf que là, c'est quand même bien en Ouais, c'est équilibre. casse-gueule. Hein. À mon avis, t'es pas à l'abri de. Je suis pas à l'abri d'une. Regarde. Ah putain! Parce que là, on commence à transpirer, donc ça colle. Hein. C'est terrible. La chaleur du studio. Bon, je triche complètement, mais tu l'as fait aussi. Merde. Pourtant, on a jusqu'à 23h, non, je pense qu'on a le temps. Allez. Monnaie. Je suis très monnaie pour toi. Hein. Départ pour les employés ou des primes? Non, départ. Ouais. Parce que le problème de la prime, Equity, c'est. Alors, pour les équipes commerciales, c'est un peu plus facile à objectiver. Ouais. Mais de manière générale, je trouve que c'est très très dur de mettre des indicateurs, surtout quand tu démarres une nouvelle aventure où tu es un peu dans le brouillard les premières années, tu sais pas trop comment. Enfin, c'est pas évident de tout modéliser bien, ton BP, tes indicateurs. Ouais. Donc je trouve que les parts, c'est quand même. Ça sera mon levier favori. Un bon levier. Après, des primes exceptionnelles et discrétionnaires, Ouais. en fonction d'une réalisation qui sort des sentiers battus, ouais, ça je pense que ouais. Mais ça vient en plus. D'accord. Ok. Bon. Allez. Ouais, t'es presque. Et c'est celui-là, là. Ah, attends, c'est pas sûr que ça tombe. Hein. Ah, tu tires d'un coup sec. Ouais. Oh putain, c'est quand même osé ouais. ce que tu fais là. Voilà, on est là pour prendre des risques. Ouais, on va prendre des risques. On est entrepreneur après tout. Ouais. Allez hop. Puis moi, ça m'arrangerait que tu le fasses tomber quand même en vrai. Bon, du coup, c'est à moi de te poser une question. Ah ouais? Bah ouais, c'était la règle du jeu, la question de Joker. Alors comme je t'en avais posé 3, que j'ai pas quand même... je vais prendre celle-là, tiens. Elle va remonter à loin. Te souviens-tu de ce que je t'ai répondu quand tu as voulu démissionner de ma boîte de conseil? Bah, tu m'as... Tu te rappelles du contexte ou pas? Oui. Non mais j'ai pas la réponse précise, mais en gros, qu'est-ce que je t'ai... Tu te souviens un peu du... Non, j'ai pas la réponse précise, mais tu m'as convaincu de rester à tes côtés. Ah non, t'es pas resté. Non, de ma boîte de conseil. Oui. Donc Que j'ai... En fait, je vais pas citer le nom mais tu m'as dit, je vais démissionner parce que je vais chez un opérateur, donc tu m'as donné le nom. Ouais. Et là, je t'ai dit, mais va pas chez eux, c'est un de nos clients, mais je t'ai dit, il va mourir cet opérateur. Et du coup, j'ai dit à LDCom, allez-y, vous pouvez recruter Patrick. Ah, d'accord, ok, oui, donc je reste à tes côtés, mais dans un autre contexte. Oui, tu restes à tes côtés dans le contexte, mais effectivement. Alors oui, tu as raison. Du coup, ça a permis qu'on continue à bosser ensemble. Mais voilà, je pensais, tu te rappelles, je pense, de l'opérateur en question, qui effectivement, dans la bulle des années 2000, a disparu après. D'accord. Et donc, parce qu'on avait pour l'auditoire, on avait un pacte de non-agression, et LDCom n'avait pas le droit de débaucher mes consultants. Et quand tu m'as dit je vais démissionner pour rejoindre cet opérateur, je t'ai dit bah non mais là tu fais une connerie, autant aller chez LDCom, et j'ai dit LDCom de côté. Et donc on a continué à bosser ensemble. Ouais. Et d'où Briga, Foodcherry, Carbon Maps et tout ça. Super. Voilà. Bon, ça conclut bien joué. Bien joué.